y a 2 semaines, le Togo a subi l'attaque terroriste au nord. Bon, j'aurais du mal à prononcer le nom du village. Il faut dire Bengal moi-même. Voilà. Voilà. Le Togo, aujourd'hui, on appelle les populations à collaborer avec les militaires pour faire face au terrorisme. Est-ce que cette collaboration est possible? On ne fait la guerre que quand on est unis. Je ne sais pas si vous voyez. La guerre se fait toujours... Elle se gagne lorsque le peuple est en harmonie avec ses soldats, ses dirigeants. Parce que, après tout, c'est le peuple qui fournit l'effort de guerre. On le voit aujourd'hui en Ukraine par rapport à la Russie. C'était parti pour être un truc peut-être pour les Russes à régler en quelques semaines, mais parce que le peuple ukrainien et son armée sont comme une seule entité, les gens se sont engagés, que la Russie a des difficultés. Voyez-vous. Après, bon, il y a l'Occident qui est venu en aide à l'Ukraine. C'est la même chose chez nous. La guerre, parce que nous sommes en guerre, et il faut le dire carrément, on n'est plus dans l'amusement, on est carrément en guerre avec cette attaque-là. Et la guerre suppose que le peuple fasse corps avec son armée pour pouvoir vaincre les ennemis qui vont s'introduire dans le pays. Je me rappelle quand on était encore au cours primaire, je crois que j'étais au CM1 ou CE2 en 86, lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé l'attentat terroriste. Le 23 septembre. Voilà. Donc quand on était là, à Lomé ici, ce sont les populations qui rentraient dans les maisons et qui indiquaient aux militaires là où les soi-disant terroristes étaient cachés. Oui. C'est comme ça qu'on a débusqué les gens. Bon, aujourd'hui, je ne pense pas que les gens auront encore la latitude de faire la même chose. Parce que entre la population et l'armée, il y a eu un fossé. C'est une longue histoire. Depuis le temps de Yadema, c'est vrai, mais qui s'est accentué depuis 90 à travers toutes les répressions que la population a subies de la part des militaires pour des questions politiques. Voyez-vous, l'armée est devenue la force d'appui d'un parti politique pour conserver le pouvoir contre le peuple. Donc on a connu toutes les exactions de 2090, 91 jusqu'à les lagunes de Baie, les massacres qu'on a connus un peu partout à l'intérieur du pays. 2005, massacre systématique. 2017, bastonnade systématique, tuerie, tout ça. Toutes ces choses-là ont fait que le peuple et l'armée, il y a eu une certaine distance. Voilà. Donc aujourd'hui, les autorités appellent les populations à collaborer avec les militaires. Cette collaboration est souhaitable. Tout le monde la souhaite parce que, en fait, quand notre pays est attaqué par des terroristes, c'est un danger qui guette nous tous. Si vous êtes un adepte de la petite bière dans un bar, sachez que, bon, si ça s'aggrave, vous ne pouvez plus sortir pour aller prendre votre bière. Si vous avez des affaires, vous ne pouvez plus le faire. Donc, c'est tout le pays qui est en danger. Donc, on se dit que tout le monde doit retrousser les manches pour vaincre cet ennemi-là. Mais, puisque nous n'avons pas pris le temps de préparer les conditions, puisque nous n'avons pas pris le temps de faire en sorte que l'armée et le peuple forment un seul corps. Vous savez, Joseph Kizerbo, l'un des plus grands historiens de notre époque, a dit dans Demain l'Afrique que l'armée ne peut pas être un kyste dans la société. C'est-à-dire une entité qui fait peur à toute la société, une entité indépendante de la société. L'armée doit être au cœur de la société. C'est pour ça qu'on parle de l'armée républicaine. Mais quand vous avez une armée qui se comporte comme une entité à part, qui a des privilèges, qui a des droits, et qui peut brimer les autres, et que les autres n'ont droit à rien, le jour où il y aura un souci, les gens ne se sentiront pas solidaires de l'armée. Donc aujourd'hui, s'il y a un message à passer, et ça aussi, c'est de la responsabilité des autorités, il faut arrêter le folklore, réconciliation, armée-nation, tout ce qu'on fait ici dans ce pays-là, qui relève seulement du cantata, et faire en sorte que l'armée fasse corps avec le peuple. Ça commence par quoi? Ça commence par la dépolitisation de l'armée. Il faut dépolitiser l'armée togolaise. C'est important. Il ne faut pas que l'armée togolaise soit comme l'aile d'un parti politique qui empêche le changement, qui tape sur les gens quand les gens veulent la liberté, qui fait je ne sais quoi pour préserver le pouvoir d'un clan. Tant que ce serait comme ça, les Togolais ne se reconnaîtront pas dans leur armée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Et il faut dépolitiser l'armée. Moi, j'ai vu en 2020
des officiers supérieurs de l'armée togolaise qui se sont habillés en couleur d'un parti politique. Et pourtant, c'est inscrit dans la Constitution. Et même dans le statut de l'armée, que l'armée est apolitique. Mais vous avez vu les images circuler. Il y a même un officier qui a mis les affiches sur une coccinelle dans sa garnison. Lui-même, il était dans les tenues d'un parti politique. Il a bombé le torse. Quand vous voyez des choses comme ça, vous êtes choqués. Vous êtes vraiment choqués. Donc, notre souhait, c'est que, effectivement, qu'il y ait cette collaboration-là, mais c'est à l'autorité de favoriser cette collaboration-là. Parce que l'armée, c'est un corps qui agit sur ordre. C'est des gens qui donnent des ordres. Il faut m'arrêter celui-ci, il faut me taper celui-ci. Si on arrête d'instrumentaliser l'armée contre le peuple va se sentir en confiance et le peuple va travailler avec son armée. Et cela passe par beaucoup de petites choses. Je donne un exemple, ou je donne des exemples. Les gens qui ont participé, les militaires qui ont participé, ou bien les forces de l'ordre qui ont participé à l'assassinat de certaines personnes dans ce pays, est-ce qu'on les a jamais jugés? Personne. Est-ce que quelqu'un a une fois assisté à leur jugement? Les enfants de Tapangola, Anselme et Sinandare, ceux qui ont commis ces actes-là, est-ce qu'on les a vraiment sanctionnés? Nous avons appris qu'on les a sanctionnés. Est-ce que quelqu'un a vu la sanction? Est-ce que quelqu'un a assisté à leur jugement? Les gens qui ont tué le jeune Zoumeke, ou je sais pas quoi, le petit Jojo. Est-ce que c'est voilà un enfant qui a souffert aussi à la morgue jusqu'à la fin? Il y a eu l'autopsie qui a démontré quand même qu'il a été tué par balle. Est-ce que les responsables de cet assassinat ont été arrêtés? Il y a 2 ans, ce petit gars Rastaman avait dit qui lavait les voitures, qui a été je sais pas, tué par un policier. Est-ce que ils ont été sanctionnés? Est-ce qu'ils sont passés devant un tribunal? Parce que ce sont des crimes. Alors, quand vous couvrez des choses comme ça, vous donnez l'impression aux militaires qui sont au-dessus de la loi. Quand nous sommes en circulation, on voit des militaires qui roulent sans plaque. Ou bien, ils ont les motos sans plaque. Mais les policiers sont à côté, ils arrêtent les civils qui n'ont pas de plaque. Est-ce que ça donne le sentiment que nous sommes tous citoyens d'une même république? Non. Donc, si nous voulons que l'armée et le peuple fassent un corps, il y a tout un préalable à faire, il y a tout un travail à faire, il y a des plaies à penser, il y a la justice à rétablir, et il y a aussi l'instrumentalisation à arrêter. Tant qu'on va continuer par instrumentaliser l'armée, tant que l'armée sera le cache-cesse d'un parti politique pour conserver le pouvoir, les Togolais, on ne le souhaite pas, risquent de croiser les bras en disant, bon, s'il y a quelque chose, c'est entre eux. Ils n'ont qu'à faire, on va voir. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est pas ce qu'on souhaite. Parce que le danger à nos portes, il faut retrousser les manches, il faut que le peuple fasse un corps pour que ceux qui peuvent faire le renseignement, pour dire, on a vu l'intrusion de quelques individus dans notre village, on ne les connaît pas depuis quelque temps. On voit, ils vont, ils viennent, ils peuvent le signaler à un commissariat à côté, à une brigade de gendarmerie à côté, on va suivre les individus pour voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils cherchent. S'il y a des gens qui se promènent et qui transportent du matériel suspect, les gens peuvent aller renseigner la police et la gendarmerie. Mais tout ça doit partir sur la base de la confiance. Tant qu'il n'y a pas de la confiance, ça va être compliqué. Maintenant, nous sommes dans le feu de l'action. On verra, au-delà des discours officiels, s'il y a des actes qui vont vraiment être posés pour que la population se sente en confiance pour travailler avec l'armée, pour vraiment combattre ce terrorisme-là, qui, avouons-le, est un risque pour nous tous. Ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut s'amuser. Une fois que ça rentre sur votre territoire, c'est que c'est compliqué. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire et cela revient aux autorités de le faire. C'est presque la même question. Comment mener cette guerre-là, Oui, cette guerre, elle est déjà rentrée chez nous. Au départ, on pensait que c'est ailleurs seulement que ça pouvait arriver. Et dans notre numéro 14 du 11 mars 2022, nous avons abordé le problème. Quelle relation entre militaires et civils? Et vous savez que cette histoire de militaires et civils a commencé depuis 1963 avec le premier coup d'État. Et après, je crois, en 1993, Yadema voulait un peu atténuer en organisant réconciliation Armée-Nation. Il a dit en 1986, le 23 septembre, moi on avait l'âge, on était déjà au collège, les populations, c'est au sein de la population que les terroristes ont été beaucoup identifiés. Même à Foreva ici, nous on avait visité derrière au bas, après quand l'armée était passée et arrêtée, et les gens qui étaient là-bas. Même j'ai
un ami, tonton Vi Noumouevi, qui lui avait couru à l'époque pour attraper un terroriste avec arme. À l'époque, en 86, à côté des rails, ici, il est encore là, l'homme dont je parle. Donc, en fait, c'était comme ça, la traité. Et puis, à l'époque, quand les militaires passaient, c'était même le temps de la fire, des firoirs. On était là, tout le monde applaudissait. Et puis, il y a des gens avaient affiché, sinon exposé, les butins, et puis les hommes qui, n'est-ce pas, avaient participé à ce commando, ceux-là qu'on avait arrêtés, on les a vus à la télé. C'est encore là, comme sur les images et puis les choses. Mais ce qui se passe maintenant, on n'a que des communiqués, disons décalés même, parce que tout dernièrement, c'est un communiqué qui a pour dire que vraiment, parce que le peuple était sur sa soif de voir, mais qu'est-ce que les nôtres ont pu faire face à ce groupe voilà, cet assaut. C'est après que le ministre de la Sécurité a pu laisser entendre qu'il y a eu quand même de notre côté une réaction vive qui a permis de neutraliser 15 djihadistes. Donc, voilà la communication aussi qui n'est pas bien soutenue pour que le peuple puisse vraiment adhérer. Parce que quand on voit après ce qui s'est passé, on a l'impression qu'il n'y avait pas, parce que on a eu des alertes, qu'il y a eu des arrestations au sein des populations de certaines communautés et dans la zone de Pekpakandi, et que bon, ce qui était des choses que il serait certains par qui que les gens ont pu passer pour poser certains actes. Donc si ça n'est ainsi, ça veut dire qu'il n'y a pas de symbiose entre population et armée. Et puis quand nous voyons tout ce qui s'est passé, surtout avec la Covid-19, où on a parlé de fermeture des frontières. Un chèque en blanc a été donné à la première ministre comme d'armes là, comment on dit oui, elle a reçu, l'Assemblée nationale lui a donné état d'urgence pour 1 an. Donc ça a donné la possibilité à certains agents de force de l'ordre, surtout des frontaliers, de poser des armes. Vous avez vu, pour traverser la frontière Burkina, si on vous dépose pour traverser la frontière, les gens même sont partis acheter la tomate et autres qui nous manquent ici, mais pour rentrer, c'est les raquettes systématiques des populations. Donc, quand vous voyez ces phénomènes, ça se passe, on a traversé plusieurs fois des frontières à côté, et les médias ont dénoncé que ce braquage systématique des populations qui sont là, qui vont aux frontières, qui vont pour faire le commerce, pour nourrir le peuple, quand ce n'est pas bon. Donc, tout cela a permis, et puis quand vous voyez, vous prenez le mot pour se casser, tout ce qu'on dépense sur la route, et puis les gens voient. Moi, une fois, j'ai pris la voiture de le Palimé pour Lomé, c'était en temps de Covid, quand à un niveau, un passager voulait rentrer, et le chauffeur lui dit de rentrer devant. Ça veut dire qu'il va mettre 2 personnes devant. Et le passager dit non, que ça ne va pas vous arranger. Il dit quoi? Que non, les 200 que je vais vous payer, ici, c'est ça que vous allez donner au poste de police, parce que vous avez pris 2 personnes devant. Et là, le chauffeur dit ah ok. Donc c'est le passager qui connaît le système et qui dit au chauffeur que si je rentre chez vous, ce ne serait pas rentable, parce que les 200 que vous allez me prendre pour avoir surchargé devant, vous allez le remettre au bouchon qui est là-bas. Donc ce n'est pas la peine. Et c'est comme ça on a continué. Ça veut dire qu'il va chercher un truc. Donc que ce soit les passagers, les chauffeurs, tout le monde voit le braquage systématique. Donc tout ça là ne permet pas, en dehors de tous ces crimes dont Ferdinand venait de faire écho, tout ça ne permet pas un brassage entre population et forces de sécurité. Même dans la zone, moi j'ai écouté la dernière fois le confrère Jacques Diakouti sur Canal FM, même qui a parlé des relations où, bon, comme les Ivoiriens le disent, taper d'eau, où, bon, les militaires qui sont
en service et choses. Et voilà, donc ils sont avec les mêmes femmes et autres. Donc, c'est-à-dire que c'est des situations qui amènent à des ressentiments, surtout nous sommes dans des zones où c'est quand vous touchez à la fille ou la femme de quelqu'un, ou bien la petite fille, elle est déjà femme de quelqu'un. Mais quand vous jouissez de votre position de force pour détourner cette fille-là, c'est que vous avez des représailles derrière. Donc si il en est arrivé où des populations étaient complices avec des populations, avec des djihadistes, ça veut dire que notre armée ou notre système de sécurité pendant des années a vraiment fauté et il faut véritablement penser à ce qu'on appelle véritablement une réconciliation armée-nation. Et ça ne doit pas être seulement l'émanation du politique. On doit laisser s'exprimer les hommes politiques de l'opposition. On doit, c'est pas ce qu'on a vu sur la télé la dernière fois comme compatis, vous avez TVT, c'est-à-dire que vous voyez la mise en scène, que les gens sont obligés de tenir un livre, tenir un clavier, une souris pour dire qu'ils sont en train de... Non, il faut que ça soit des actions pensées, la société civile, les partis politiques de l'opposition, parce que là où le système est peut-être unir et présentement, elle n'est plus en mesure de faire des propositions, parce qu'ils ont eu les moyens pendant les moyens, quand je dis financiers, des moyens matériels et intellectuels, de pouvoir proposer mieux au peuple. Ils ne sont pas en train de le faire. La preuve, nous sommes dans une vie chère qui a pour conséquence également un terreau fragile pour le djihadisme. Je parlais la dernière fois quand vous voyez les enfants de la rue. Aujourd'hui, comment les enfants de la rue ont rempli Lomé. La dernière fois, on a annoncé en Côte d'Ivoire, c'est Madame Simone et Madame Ouattara qui est en train de prendre en charge des milliers d'enfants de la rue parce que ces enfants constituent des problèmes. Ici, quand vous voyez, c'est quelques initiatives, les King Messa et d'autres personnes physiques qui ont pu créer des petites structures et qui prennent en charge des orphelins et des enfants de la rue. Aujourd'hui, à Lomé, c'est étalé. Alors que nous tous, nous savons, ces enfants, ils sont dans l'ordre de 10 ans, déjà 12-15 ans, ils peuvent devenir des bons djihadistes. Donc, voilà des mesures qu'il faut prendre et doter véritablement notre armée des moyens. Au-delà de la rendre républicaine, il faut doter l'armée des moyens. Des moyens. Je dis, quand nous en avons parlé dans Tampa, on est parti d'un audio d'un Béninois lorsque Talon avait... ils ont proposé recruter des gens dans l'armée. Et le Béninois se disait, mais pour recruter les gens, aller dans l'armée, il faut d'abord que chaque dirigeant, à commencer par le président de la République, le président de la Haute Cour, de l'Assemblée, tout ça là, donne au moins 10 membres de leur famille pour aller. Parce que dans cette lutte-là, ils n'ont pas leurs proches là-dedans. C'est rare de les voir. C'est rare de voir les proches des boss, c'est-à-dire des gros bonnets qui dirigent la République. Donc, cette lutte-là, avant tout, c'est pour d'abord les protéger. Même au-delà, parce que quand vous voyez ce qui s'est passé, si les gens ont pu rentrer et sont allés juste attaquer aux militaires, ça veut dire que les civils ne sont pas leur problème. Ça veut dire que le citoyen lambda n'est pas leur problème d'abord. Le problème, c'est les dirigeants et voilà, les forces qui les protègent. Donc, mais c'est un truc vraiment grave. Et il faut vraiment et véritablement y penser, en fait, une armée républicaine, doter les gens des moyens et des dispositifs. Si vous mettez quelqu'un dans la bourse avec une Kalachnikov et, comment vous l'appelez, un chargeur, quand l'autre vient avec un G3, quand il tire le G3, l'autre ne va que fuir. Il va fuir. Non, ou bien vous lui donnez un pistolet, il tire 2 coups, le pistolet s'échauffe, la balle ne peut plus sortir. Il ne peut pas tenir devant quelqu'un qui a tenu une arme d'assaut. C'est comme ça. Sinon, ce qui s'est passé la dernière fois, si nos gens, comme les militaires, on les connaît, dans les trempes des Madjouba, par exemple, avec le commandement de tel camp ou chose, vous voyez, notre armée a perdu beaucoup de valeurs, beaucoup de personnes. Parce qu'on a pensé à un moment donné qu'on était en train d'envoyer les gens à la retraite. On en a envoyé beaucoup. Est-ce que vous voyez, quand on parle aujourd'hui de l'armée de l'air, tout ce qui faisait la fierté de l'armée de l'air, ça sont devenus préfets ou sont devenus choses. Oui. Et puis, pratiquement, nous on n'a plus vu, je ne sais pas si les gens en voient,
les avions de chasse qui faisaient notre fierté. Est-ce que vous voyez ça? Je peux dire que depuis près de 10 ans, on a passé le temps à clouer tous ces appareils au sol. Donc, aujourd'hui, oui, pour faire une intervention aérienne, je crois qu'il faut faire appel à la France. Non, ce n'est que peut-être on va appeler le Gabon, ou bien on appelle le Quai d'Orsay, qui va nous envoyer des appareils du Gabon ou de la Côte d'Ivoire par les bases militaires. Sinon, le Togo, même on a fait le défilé la dernière fois, s'il y avait des hélicos d'attaque ou bien de défense, on aurait pu les voir dans le ciel, le défilé du 27. Il y a des hélicos, je vais en parler tout à l'heure. Ah, il y a des hélicos. Exactement, oui. La situation est plus préoccupante qu'on ne le pense. On croit que c'est une affaire comme ça banale. Le Sahel va continuer par être un terreau fertile au terrorisme, au djihadisme, parce qu'il n'y a pas que l'idéologie du djihadisme là-bas, il y a tous les bandits, les trafiquants, c'est tout, trafic d'humains, trafic de l'or, trafic de drogue, parce que c'est tout ça qui nourrit en fait le terrorisme, vous voyez. Et donc, le Burkina est en train de perdre le contrôle de son territoire. Tous les jours au Burkina, il y a au moins 2 attaques. Le monsieur qui a fait le coup d'État en prétextant que le président civil qui a été élu n'était pas capable d'assurer la sécurité du territoire, depuis qu'il est arrivé, au 100e jour de son règne, il y a eu plus de 640 attaques et plus de 500 morts. Ce qui fait la moyenne est plus grande que ce que le président civil faisait. Aujourd'hui, on constate que le Burkina est en train de perdre le contrôle de son territoire. Plus le Burkina va perdre le contrôle de son territoire, plus la pression sera sur nous. Parce que les djihadistes ont envie d'élargir leur zone de contrôle pour pouvoir exploiter quelques ressources qu'ils ont sur le territoire et pouvoir acheter des armes, vivre, aller enlever les bœufs chez des gens, vendre et vivre. Et donc, comme Francis vient de le dire, on a besoin d'une armée beaucoup plus professionnelle. Il faut laisser de côté les discours, les propagandes. On a dit qu'on a voté une loi de programmation militaire qui va débloquer 700 milliards, plus ou moins, pour acheter du matériel. Et cette loi, on a déjà commencé par l'appliquer. On a vu des gens qui sont allés en Turquie pour aller chercher des armes, ils sont allés un peu partout, même en Russie. Comment se fait-il que pour ce poste de contrôle avancé, par exemple, lorsqu'ils ont été attaqués à 3 h du matin et que les djihadistes soient restés jusqu'au petit matin, il n'y a pas eu un aéronef, par exemple, qui a quitté la base de Niamtougou pour pouvoir les bombarder, ou venir en appui aux troupes qui sont au sol et qui étaient en train de se battre contre ces gens-là. Ça veut dire qu'on n'a pas d'aéronef qui puisse faire une intervention rapide. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, la guerre, elle se gagne aussi beaucoup plus par l'aviation que par le sol. Quand le sol a des problèmes, c'est l'aviation qui arrive en appui. Et donc, moi je dis, il faut doter l'armée de moyens, de moyens efficaces. Pas donner des fusils qui ne peuvent pas tenir devant un assaut avec des djihadistes. Parce que les djihadistes, quand ils viennent, eux, ils ont juré mourir pour une idéologie. Donc, ils n'ont pas peur de mourir. Donc, eux, ils se battent jusqu'au sang. Donc, il faut que vos troupes soient aussi capables de résister à eux. Il faut qu'il y ait des dispositifs qui interviennent en appui aux troupes lorsque les troupes sont dépassées. Mais bon, je pense que cette incursion-là, la hiérarchie militaire va tirer beaucoup de leçons pour que ces choses-là ne se répètent plus la prochaine fois. Mais au-delà de ça, le djihadisme, c'est une idéologie. On ne combat pas seulement l'idéologie par les armes. Toute cette zone-là est une zone tellement sous-développée, tellement pauvre, qu'il faut aujourd'hui que l'État reprenne le contrôle de la zone. Prendre le contrôle de la zone, c'est quoi? C'est de construire les écoles, c'est de faire des routes, c'est de mettre des projets qui peuvent absorber les jeunes qui sont désœuvrés et qui sont facilement manipulables par ces terroristes-là qui viennent leur proposer des choses. Parce que pour recruter des gens, on leur propose des choses. Et comme les jeunes sont dans la pauvreté, avoir une moto, avoir ci et ça peut permettre à des gens de rejoindre ces gens-là qui ont une idéologie mortifère, vous voyez. Et donc, il faut que l'État reprenne le contrôle de la zone. Et s'il y a un projet ou s'il y a des projets qu'on est en train d'implémenter, il faut un suivi. Il ne faut pas dire demain, on investit 20 milliards dans les savanes, 30 milliards dans les savanes, 40 milliards dans les savanes. Et puis après, une partie des milliards se retrouve dans les poches de ceux qui sont appelés à exécuter les projets et que bon, les populations n'ont que des miettes. Ça, c'est aussi fondamental. Maintenant, il y a la question des motos. Je ne comprends pas pourquoi depuis, en Afrique de l'Ouest, on ne pose pas le problème des motos. Parce que partout les djihadistes attaquent, ils viennent en moto.
La filière des motos, nous faisons de l'investigation, est une filière aujourd'hui qui ravitaille les djihadistes. Comment ça se fait que les djihadistes arrivent à acheter facilement des motos? Je ne sais pas si vous voyez. Comment se fait-il que les djihadistes arrivent facilement à acheter des motos? Ça veut dire que si on veut vraiment lutter contre le djihadisme en Afrique de l'Ouest, il faut commencer par arrêter l'importation des motos. C'est une vision à long terme, mais il faut commencer par arrêter l'importation des motos. Les gens ne veulent pas régler les problèmes parce que ce sont leurs amis qui font le business des motos. Tant que vous allez fermer les yeux sur ces genres de choses, vous allez le payer ailleurs. Vous comprenez? Tant que vous allez fermer les yeux sur certaines décisions que vous devez prendre aujourd'hui parce que vous voulez protéger des intérêts, vous allez le payer ailleurs. Francis parlait de l'agriculture tout à l'heure. On parlait de tous les herbicides. Qui sont ceux qui les importent? C'est des réseaux qui sont affiliés à la minorité. Mais tant que la minorité va continuer à protéger ces réseaux parce que vous voulez gagner de l'argent, vous allez le payer ailleurs. La question de la filière des motos, il faut regarder ça de très 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 près. Dans tous les communiqués qu'on met au Burkina hier, quand ils ont tué des gens, c'est des motos qu'on a mis. C'est des centaines de motos qu'ils ont alignées. Au Mali, c'est des motos. Ces motos viennent d'où? C'est des motos qui sont produites en Chine, qui sont achetées, qui viennent sur le territoire, qu'on veut vendre. Mais il y a une contrebande de ces motos-là dans les zones comme Saint-Cassé, au nord du Ghana et tout ça. Il y a des rapports qui sont là, qui sont ceux qui organisent la contrebande de ces motos-là. Si vous voulez couper les djihadistes, vous voulez couper des moyens mobiles. C'est les motos, c'est les tricycles. C'est les motos, c'est les tricycles. Alors, qui sont ceux qui importent les motos? Il faut mettre des renseignements sur place. Moi, ce que j'apprécie chez les Occidentaux, bien les Blancs en général, qui sont occidentaux ou orientaux, tout ça là. Vous voyez la guerre en Ukraine? Vous avez des spécialistes qui sortent de la question militaire. Parfois même des gens qui sont même militaires retraités sont devenus journalistes. Il y a un expert aujourd'hui en Russie. Il était colonel de l'armée russe, il est retraité, il est devenu journaliste. Il est expert aujourd'hui sur les questions militaires, sur les plateaux de journalistes. Il explique. En France, aux États-Unis, vous voyez ces colonels, ces généraux qui sont à la retraite, qui créent des instituts, des centres de recherche pour l'armement, pour la sécurité, et qui sont des experts qu'on invite sur les plateaux. En Afrique, quand vous avez des officiers qui prennent leur retraite, à 55 ans, 60 ans, ils sont encore jeunes, disons-le comme ça. S'il n'est pas au village en train de cultiver, s'il a les moyens, il crée une société de gardiennage. Et il remplit les autres retraités, les éléments qu'il avait aussi, bon, après pour espionner les civils dans leur maison. C'est ça que nous avons. Nous n'avons pas de centre de recherche sur les questions de défense. Nous n'avons pas des instituts de recherche sur les questions de défense. Pour être dans la prospection, pour faire des études et mettre des rapports à disposition des dirigeants. Parce que celui qui est président de la République, il n'est pas expert en tout. Il a besoin d'avoir autour de lui des experts qu'il rassemble, qui lui produisent un rapport sur telle thématique. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il y a un institut, un centre de recherche sur les questions de djihadisme au Togo ou des questions de défense, même dans nos universités? Est-ce qu'il y a des filières où on peut pousser des étudiants, des jeunes, à étudier les questions de défense, à projeter l'avenir de l'Afrique? Il n'y en a pas. À partir de ce moment-là, c'est les autres qui réfléchissent pour vous. Vous êtes obligé d'aller chercher des anciens généraux français que vous transformez en vos conseillers, comme ceux qui sont ici aujourd'hui, les Germanos et tout ce que vous imaginez là. Eux, ils sont là comme des mercenaires en fait. Et ce que Ferdinand dit, vous savez, bien avant l'attaque de Kwendial, il y a eu un écrit WhatsApp qui avait circulé, que venant d'un commandant, appelant les gens à rentrer vite à la maison et qu'il y aurait des arrestations et autres. C'est des signes que si on avait par exemple des centres comme ça de recherche qui pouvaient choses. Mais pourquoi on ne peut pas avoir ces choses? Vous avez vu quand le truc de Kwendial s'est passé, en principe, on a fait un conseil des ministres. Ailleurs, c'est un conseil de défense, pas de ministres. Exactement. Nos ministres ne sont pas des gens spécialisés dans la question de l'armement, du djihadisme et autres. Et puis, parce que, on voit que, avec l'attaque terroriste, c'est une question de défense du territoire national. Voilà. Mais c'est le ministre de la Sécurité qui parle. Voilà. On n'entend pas le ministre de la Défense. Est-ce que pourquoi c'est le ministre de la Sécurité qui parle alors que ce qui se passe concerne le ministre de la Défense? Voilà. Est-ce que le ministre de la Défense n'a pas envie de parler? Parce que quand on met les gens à des postes, il faut qu'ils assument. Voilà. En période de paix comme en période de guerre, c'est eux qui doivent parler. Si on avait fait un conseil de défense,
cela suppose que tous les généraux anciens sont appelés. En fonction sont appelés. Oui. Mais si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on n'a pas besoin des anciens. Oui. Donc vous voyez pourquoi ces anciens sont obligés d'aller rester au champ. Maintenant, parce que en fait, je suis en train d'en parler qu'on a pensé à un moment donné que on est en train d'écarter les gens. De l'armée, en nommant des gens, préfet. Moi j'ai un frère qui est préfet à Toum depuis avant la mort depuis 2002 qui est à Toum. C'est le plus ancien préfet. Un officier de taille comme ça. On a d'autres qui sont préfets, alors que c'est des gens qui pouvaient avoir des commandements et choses. Donc ça fait que en temps puisqu'il y avait même un projet de faire des colonels majors, c'est-à-dire pour empêcher des gens d'arriver au grade de général. C'est vrai. Donc ça fait que les gens sont partis, ils sont dans leur coin. Sinon, on faisait un conseil de défense, ça veut dire que peut-être c'est à l'état-major, et tous ces anciens sont là, et c'est là ils participent. Mais quand on ne veut pas d'eux, on les a, et on se dit qu'on s'est débarrassé d'eux, donc chacun se met dans son petit coin. Ceux qui vont aller faire leur champ, ils sont dans leur champ. Quand nous prenons Titiquina, qu'on le veuille ou pas, Titiquina aujourd'hui c'est une référence dans sa zone de Tchamba. Les anarcadiers, c'est des gens qui ont pu faire la promotion. Quand vous prenez chez moi à Bassa, si ce n'est pas Abbassi Bonfo qui nous a malheureusement quittés, mais c'est des gens qui font grandement le champ. Mais je me dis que même si tous ces retraités-là, qui s'accrochent aussi autour du pouvoir, qui sont ministres à vie, rentraient dans leur village et faisaient des champs, ou bien, comme j'ai dit, mettaient les hectares qu'ils ont acquis et qu'ils ont mis en thésaurisation, qu'ils ne font rien à la disposition des populations d'aller cultiver les choses. Ça pouvait faire un minimum de développement. Voilà pourquoi nos officiers à la retraite, même si vous les appelez à l'université de venir vous faire une présentation de stratégie de guerre et autres, ils ne viendront pas. Parce que dès qu'ils viennent là-bas, on va dire qu'ils sont en train d'ouvrir une fronde ou quelque chose. Donc les gens savent quand ils sont partis à la retraite, pourquoi ils sont restés au village, c'est eux seuls qui savent. Mais oui, c'est quelque chose qui doit changer. C'est en Afrique en général, ça doit changer. Parce que nous ne pouvons pas continuer en Afrique par penser par les autres. Pas aller chercher des conseillers militaires aux États-Unis, en Chine, en France et tout ça. Parce qu'on a investi dans la formation des militaires qui ont fait de grandes écoles, Saint-Cyr, États-Unis, Chine et tout ça, qui sont bardés de diplômes, qui ont appris les stratégies de guerre et qui sont malheureusement sous-exploités. C'est des gens... Et normalement, si la parole est libérée dans le pays, c'est pour ça que quand nous parlons du Togo, nous parlons de l'Afrique, on parle toujours de la libéralisation de la parole. Il faut qu'on libère les énergies pour que les gens contribuent à donner ce qu'ils ont appris à leur pays. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des officiers au Togo qui sont à la retraite, mais qui sont des gens super intelligents, très formés, qui peuvent créer des laboratoires de réflexion, de recherche. Aujourd'hui, vous faites des recherches. Vous faites des rapports dans cette zone de Dapaon là, toute cette zone là. Qu'est-ce qui se passe réellement? On sort toutes les données sociologiques et historiques. On essaie de voir comment est-ce qu'on va attaquer le mal. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que ce n'est pas seulement mettant les muscles devant dire vous allez régler le problème. Il faut aussi une réflexion pour régler le problème. Et donc, c'est pour cela qu'en Afrique, on doit encourager la création des laboratoires sur les questions de défense. C'est vrai que dans nos universités, il y a déjà des laboratoires sur des questions sociales, érosion côtière, accaparement des terres, il y a des colloques qui se font, l'histoire, tout ça. Mais sur les questions de défense, les Africains sont en retard. Vous ne verrez pas ça chez les Blancs. Les Blancs, dès qu'ils finissent leur carrière dans l'armée, ils sont consultants, ils créent des instituts, ils créent des centres de recherche, ils font des recherches, ils font des rapports. Et quand on a besoin d'eux, des chefs d'État, par exemple, les sollicitent pour faire une étude dans tel domaine et nous fournir un rapport. Et le gouvernement s'approprie ce rapport-là, essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, nos officiers, généralement, ici, ils finissent, ils sont à la maison, ils vont au champ, et puis après, bon, comme ils ne sont plus sollicités, ils meurent dans l'oubli comme ça. Non, on n'en a pas besoin. Pas comme ils ne sont pas sollicités. Je vous dis que c'est des gens qui vont à la retraite quand ils sentent aussi que
pour les autres, c'est un bon débarras. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de les voir dans les circuits. Donc, quand ils se lèvent, ils vont rester au village. Rester au village, c'est une assurance parce que quand on va aussi tourner autour à Lomé, on pense que il a vu qu'aujourd'hui, il a vu qu'hier, il a vu qu'avant-hier. Voilà, donc il préfère rester dans son village. Voilà. Donc, il faut, comme il a dit, nous avons déjà eu une attaque, c'était en novembre 2021. Normalement, à partir de cette attaque-là, on devait déjà prendre toutes les dispositions. Voilà. Mais c'est pas ça qu'on avait en idée plutôt. Au 27 avril, on avait décoré ceux qui ont permis de repousser cette attaque. Je peux dire que on a appelé le terroriste sans le savoir parce que c'est des gens qui sont dans la défiance. C'est des gens qui sont dans la défiance. Normalement, un militaire en service qui plus être un officier ou chose, ou bien qui a participé à une opération spéciale, on ne l'affiche pas. On ne l'affiche pas. C'est à sa retraite qu'on le connaît, même sous d'autres noms même. Mais chez nous, bon, on a envie de montrer que nous sommes dans le succès, mais on ne donne pas les moyens nécessaires. On n'a pas d'appareil pour intervenir, puisqu'on ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Secondo, il y a aujourd'hui les drones qui sont des jouets pour des gens. Les drones, on n'en a pas pour surveiller ces zones. Quand ceci s'est passé, on a eu pas seulement les drones, mais les dispositifs autour du camp. Est-ce qu'il y a des tranchées? Est-ce qu'il y a des trous individuels? On a questionné quand même des militaires. On n'a pas que, écoutez bien, il n'y a pas que des officiers qui peuvent participer aux travaux dans les labos, mais nous avons beaucoup de soldats qui ont fait soit les missions des Nations Unies ici et là, en Afghanistan, pas en Afghanistan, au Soudan, mais qui ont appris des choses sur le tas, qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait par exemple l'amunissement au Mali, ou entre-temps qui a fait le Soudan, mais il vous explique que ce n'est pas le même dispositif, ce n'est pas le même esprit djihadiste. Vous voyez, donc nous en avons effectivement l'a dit, ce ne sont pas seulement des officiers, mais sur cette question, quand c'est arrivé, on a eu à consulter des militaires, des anciens qui ont eu à faire choses, mais ils sont dans leur coin. On ne veut pas d'eux, ils sont aussi dans leur coin. Mais le peu d'informations qu'ils peuvent nous donner lorsque nous faisons les débats où parfois on dévie un peu, ils essaient de nous rappeler à l'autre bout du non, tel dispositif, voilà ce qu'ils pensent. Donc, nous avons de la matière, il faut que les gens mettent. Ils ont voté le budget pour la refondation de l'armée. Il faut que ce budget-là soit visible dans le matériel et dans la poche des troupes. Est-ce que l'hommage que nous avons rendu la dernière fois, est-ce que c'est accompagné, est-ce que c'est suffisant? Parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas une place pour dire que la place des martyrs, parce que ceux-là, c'est des martyrs de la République. Je voulais en parler. Et on l'a fait, c'est la ministre de Défense qui est partie. Je crois qu'on a remis les corps à chaque famille, après, ou bien je pense, et après les hommages, chacun allait enterrer son enfant. Dans un pays où il y a de la mémoire, vous arrivez au Ghana, il y a le cimetière militaire. Rolissa a été enterré au cimetière militaire de Borma Camp. Mais il y a un autre cimetière militaire au cœur de la ville d'Accra. Et tout ça participe à la mémoire, participe à valoriser les gens qui se sont sacrifiés pour le pays. Les gens ne peuvent pas aller au combat, par exemple, et qui décèdent. Par exemple, en France, pourquoi dès qu'il y a un mort sur le terrain des opérations, on l'amène aux invalides. Les honneurs, et puis après, on l'enterre dans le truc. Donc, nous avons besoin, c'est tout un cadre qu'il faut créer. Quand on le dit, les gens pensent que vous faites trop de critiques, c'est tout un cadre qu'il faut créer. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il y a dans une caserne au Togo, une grande caserne, un cimetière des militaires, où les gens qui se sont donnés pour la nation, on les enterre là-bas avec tous les honneurs. Voilà. Par exemple, les prêtres catholiques, ils ont aujourd'hui un cimetière au petit séminaire. Quand les prêtres meurent, on les enterre là-bas. Les Allemands, quand ils ont fait le premier cimetière à la plage, ils avaient réservé la partie des prêtres. Est-ce que, par exemple, dans nos casernes, il y a un espace? Vous prenez la caserne de Témédia, par exemple, c'est un vaste camp.
C'est un cas qui est vaste. Est-ce qu'on a réservé par exemple une partie, ou bien au camp Biralomé, qui est vaste, on a réservé au moins 1 hectare qu'on a bien aménagé. Il y a un monument, et autour du monument, on enterre les militaires, que ce soit officiers, hommes de rang, qui perdent leur vie au niveau des théâtres d'opération. Il n'y en a pas. Donc, vous revenez, vous êtes mort, on fait les honneurs, après on donne le corps à chaque famille d'aller enterrer. Tout ça aussi ne participe pas à rassurer la troupe. Parce que les militaires, quand ils voient des choses comme ça, il y a un choc dans l'armée. Il faut les booster, il faut leur donner la confiance pour que les gens ne se disent pas que bon, on va aller mourir comme ça, on va venir nous enterrer, après il n'y a rien, on met 500 millions, 1 million à nos familles, et puis 3 jours après, nos femmes, nos enfants ne sont plus au camp, personne ne sait où ils habitent. Donc c'est tout un programme qu'il faut élaborer, et ça, ce n'est que l'élite militaire et quelques civils qu'on peut solliciter, qui peuvent travailler autour de l'armée pour mettre en place ces dispositions-là. Maintenant, la question des drones. Nous sommes dans un monde aujourd'hui moderne où nous-mêmes, les journalistes, nous avons des drones pour faire nos activités. C'est vrai que l'armée en achète, mais l'armée, c'est pour les manifestations. Quand il y a les gens de DMK qui sortent là, on sort ça, on les regarde, on capte quelques visages, après on va les attraper à la maison. C'est pas ça qu'il faut. Il faut aujourd'hui des dispositifs pour renseigner toute cette zone-là, balayer toute cette zone-là. La frontière au nord du Togo, moi j'ai eu à le prendre sur Google Maps, à l'aspirer, à regarder, ça fait 115 km. Entre 110 et 115 km. C'est peu, mais c'est long. On ne peut pas mettre des militaires à chaque 1 km. Il faut peut-être des checkpoints, mais elle sera toujours vulnérable. Mais si vous avez de temps en temps des aéronefs, des drones, tout ça, que vous balayez la région, vous voyez quelques mouvements, vous voyez comment les gens circulent. S'il y a des mouvements suspects, vous essayez de regarder un peu comment ça se passe. Alors, dans la loi de programmation militaire, qui fait 700 milliards, je pense qu'il y a suffisamment d'argent pour s'équiper. Si ça ne devient pas un business entre quelques personnes qui envoient leurs frères, leurs cousins aller acheter des armes. Parce que c'est de ça aussi qui s'agit. Et vous achetez chez la France, voilà, pareil, voilà, 3e, 4e, voilà. Et donc, on va se retrouver dans des situations de ce genre. Donc, c'est une menace qui n'est pas à nos portes. Elle est déjà là. Si le Kenya a gagné la dernière fois la guerre contre les rebelles, c'est parce qu'à un moment donné, la Chine a mis beaucoup de moyens dans ce pays et en collaboration avec la Turquie, ont mis beaucoup de drones et autres à la disposition qui ont permis en quelques jours de repousser les rebelles qui étaient déjà aux portes de la capitale. Donc, Éthiopie. Voilà, à Éthiopie plutôt, voilà. Donc, nous aussi, nous avons des relations avec la Chine. Nous avons des relations avec la Turquie, comme on l'a dit. Les nôtres ont été en Turquie. Plusieurs fois. Il suffit de former les gens et d'acheter le matériel. Nous avons suffisamment de dettes pour autre chose pendant l'agriculture qui a consommé 650 milliards de 2012 à 2015. Et pour ne rien produire, je crois que si on met une partie de ces moyens à la disposition de l'armée pour véritablement doter l'armée des moyens de surveillance, de défense, des forces de sécurité, je crois que ce ne serait pas une chose perdue. C'est nous tous qui allons gagner parce que le djihadisme, là, quand ça a commencé, on ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas comment ça va. Et puis, une dernière chose, il ne faut pas que dans la zone là-bas, on pose des actes pour braquer les populations. Il y a certainement eu quelques complices ou des gens qui ont vu, qui ont fermé les yeux. S'il y a des gens qui sont responsables, on peut les arrêter, mais il faut pas aller dans des mesures de répression. Sinon, ça va retourner les populations contre les militaires. Il faut faire en sorte qu'on y mette beaucoup de pédagogie, on explique aux gens de façon calme et assez maîtrisée le danger que les gens courent, parce qu'aujourd'hui ils sont venus s'attaquer aux militaires, demain ils pourront peut-être venir s'attaquer aux civils, parce qu'ils ont besoin de prendre des bœufs ou de la nourriture pour aller manger. Donc il faut que les populations soient dans un état d'esprit rassuré pour pouvoir collaborer avec l'armée. Donc il ne faut pas que, maintenant que la chose s'est passée là-bas, qu'on mette les militaires partout, qui ne commencent pas à faire peur aux gens, sinon les gens vont se retourner contre eux, ou bien les gens vont voir mais ils ne vont pas dire. Ce qu'il dit est important, parce que moi j'ai eu quand même, disons, une nouvelle pareille. Il y a quelques jours, je crois que c'était le jeudi passé, il y a un monsieur qui m'a appelé, moi je ne le connaissais pas, il m'a appelé, il dit, monsieur le journaliste, et voilà ce qui se passe chez nous d'Akwedja, et que les militaires rentrent dans les maisons,
d'abord au checkpoint, il y a une certaine communauté qui est visée et autres. Donc, et que c'est ça. Et je dis, on a appris que une certaine communauté a été complice dans ce. Et il me dit, monsieur, si il y a quelqu'un qui a la tête, comment l'appelle-t-on la tête rouge dans un quartier, donc on va dire que tout le quartier est chose. Donc il faut qu'on sache qu'il y a de ces populations qui sont autochtones et il y a ce qui sont des nomades ou choses et qu'il faut faire la part des choses. J'ai dit ok, d'accord, je vais faire ce que je peux et moi j'ai juste informé celui-là que je pense qu'il est encore un peu proche des forces de l'ordre et de sécurité qui peut envoyer l'information plus loin. Donc ce que tu es en train de dire, c'est exact. Que déjà il y a ce braquage là d'une certaine communauté. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on voit si véritablement comment l'appelle-t-on, on veut lutter contre. C'est ce qu'il faut faire. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, il y a 2 ans, chez nous à Bassa, il y avait eu des braquages en série systématiques, enchaînés, série de braquages. Même les gens sont allés dans les maisons et c'est les bouchers qui étaient visés. Bien. Et entre-temps, pour le dernier qu'ils ont fait, on a remarqué que voilà, c'est des gens de cette communauté qui ont pratiqué cet acte. Et donc, l'affaire est arrivée chez le préfet, le colonel Faré et Bonfo, qui a convoqué la communauté avec beaucoup, c'est-à-dire ceux qui sont dans la société civile et autres. Ils en ont parlé, dit ok, vous allez nous trouver ceux-là parce que c'est vos frères. Ils n'ont pas été inquiets. Tu sais, c'est des gens qui sont intégrés, qui ont pris des femmes, qui vivent avec les populations. Ils ont dit qu'on ne les connaît pas, mais on va faire ce qu'on peut. Mais on a vu que depuis presque 3 ans, il n'y a plus ces actes de choses. Donc ça veut dire que si on avait pris, on prenait autrement en faisant un braquage systématique, on n'aurait pas ces résultats-là. Donc il faut que l'approche sécurité d'enquête soit bien faite. Normalement, on devait déjà tirer une leçon de l'attaque de novembre 2021. Pour voir ce qu'il y a, et puis on a laissé, c'est devenu un truc plus grand. Donc il faut que les forces, les enquêteurs, la gendarmerie, la police, eux qui sont les enquêteurs, puissent véritablement bien faire leur travail pour qu'on puisse anticiper sur ces phénomènes-là. Et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui est assez important, c'est comment les gens rentrent au Togo. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, ou c'est pas au gouvernement, il y a une loi qui a été votée pour désormais voir qui rentre, les séjours et tout ça. Aujourd'hui au Togo, c'est un grand moulin. On ne sait pas qui rentre et qui sort. Les gens, moi je ne veux pas stigmatiser certaines communautés, mais les gens sont au Togo et ils falsifient même des documents togolais pour leur permettre d'acheter des terres au Togo et de faire venir leurs frères de la région du Sahel qui les installent dans les localités, qui conduisent les bœufs, tout ça. Personne n'en parle. Et ça, c'est un danger. Je ne pas falsifier seulement. Moi, j'ai eu l'écho que les gens achètent aujourd'hui les identités des morts. Les gens qui sont morts. C'est pas falsifié, mais on vend les identités de naissance à d'autres personnes qui leur permet de faire la carte d'identité togolaise, de pouvoir acheter des terrains. Vous savez, nous sommes ici dans le quartier Bassadi, mais il y a des communautés qu'on rencontre ici qui sont majoritaires aujourd'hui, ici, qui sont totalement voilées, on les voit, personne ne sait qui ils sont. Vous allez à Djouma Sissé. La dernière fois, je discutais avec un gars qui est à la mairie de Djouma Sissé là-bas. Il dit, même la mairie s'inquiète parce que effectivement. La majorité des terrains aujourd'hui à Djouma Sissé sont achetés par des étrangers. Et ces étrangers-là, tout le monde sait qui ils sont. Je ne sais pas si vous voyez. Et maintenant, ils n'achètent pas que seulement les terrains en ville, ils vont acheter des terrains à l'intérieur du pays. Vous avez même jusque sur la montagne de choses. À Daï, la montagne de Daï, vous avez des dizaines d'hectares. Ils font venir leurs frères du Sahel, ils amènent des bœufs, ils mettent là-bas. Personne ne sait qui ils sont. Donc, dans le pays, ceux qui gouvernent vont toujours protéger des gens parce qu'eux-mêmes, ils ont des intérêts dedans. Parce que les barons qui ont des fermes et qui ont des bœufs, qui font venir pour conduire leurs bœufs,
ils font venir des gens de cette communauté-là qu'on veut stigmatiser, que personne d'entre nous ici ne veut nommer. C'est eux qui les font venir pour conduire leurs bœufs. Et quand il y a des incidents sur les histoires de transhumance, quand il y a des incidents entre les agriculteurs et les nomades dans cette affaire de transhumance, quand on va au poste de police, quand on va à la gendarmerie, quand on va à la justice, le juge ne tranche pas. Parce que celui qui conduit le bœuf, derrière lui, il y a un baron. Et les populations sédentarisées sont frustrées. On a tellement des cas comme ça qui arrivent dans la presse. Donc, c'est des avatars de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en fait. Donc, pour régler le problème, il faut se mettre au-dessus de la mêlée, il faut ménager aucun intérêt, il faut frapper dans l'État. C'est l'autorité de l'État qu'on est en train de rétablir, qu'importe l'intérêt de qui que ce soit. Un chef d'État, en réalité, n'a pas d'amis. Il n'a que des gens qui l'aident à mettre en place sa politique. Parce que s'il met le sentiment, il a des amis peuvent foutre en l'air sa politique, c'est parce qu'il est ami, il ne peut pas le frapper. Mais lorsque vous avez un dirigeant qui fait ami avec ses amis, et que la gouvernance devient une gouvernance de coquins, ça devient une amicale des amis du collège ou bien des ressortissants de tel et tel, le pays va en couille. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister. Donc, il y a toute cette communauté-là, ces gens-là qui sont dans notre pays, vous les trouvez même au Carrefour. Il y a un phénomène aujourd'hui à tous les carrefours à Lomé, où vous avez des enfants qui sont là, qui tapent sur les voitures des gens, qui tapent sur les moteurs des gens, qui veulent nettoyer les vitres des gens. Vous ne savez même pas qui ils sont. Et personne ne les arrête. La sécurité d'une ville devait même commencer par le ramassage de tous ces enfants-là, les identifier. Qui sont-ils? Pourquoi ils sont tout le temps dans la rue? Qui les amène? Vous ne savez pas s'ils font des renseignements, vous ne savez pas s'ils sont des guides, vous ne savez pas s'ils travaillent pour quelqu'un, mais ils sont dans les rues et personne ne dit rien. Donc c'est tout un travail d'ensemble qu'il faut faire. Et donc il faut savoir d'abord qui vient chez nous, qui s'installe chez nous, qui fait du business chez nous, qui achète des terres chez nous, au nom de quel papier, par rapport à quel papier ils achètent des terrains chez nous. Et quand vous aurez fini de faire ce travail-là, vous pouvez contenir les gens. Parce que tous les jours que des titans quittent le Sahel, qui rentrent au Togo, il y a des gens qui sont dans les titans, qui rentrent avec des bœufs, qui rentrent avec des oignons, qui rentrent avec des pastèques et qui ne retournent plus. C'est un accident, mais ici qu'on les déverse. Et vous les voyez en ville, en train de vendre une montre, en train de vendre une cassette, en train de vendre des cylindres, qui se promènent, ils sont même devenus maintenant des shoemakers. Quand les Ghanéens sont partis, ils sont devenus des shoemakers. Parfois, quand vous les voyez, vous voyez la concurrence de la personne, vous voyez disons, sa façon, vous vous demandez, est-ce que c'est ce qu'il vend qui le nourrit? Parce qu'il faut les voir. Parfois, d'autres, quand vous les tenez en causerie, vous sentez que ce n'est pas quelqu'un qui est venu comme ça. C'est quelqu'un peut-être qui était dans une autre fonction ailleurs, qui est en train peut-être de passer un temps de transit au Togo et en faisant ce petit commerce avec la vente de quelques fripes là, d'accord, c'est extrêmement grave. Quand on est dans un pays où les gens ne veulent pas qu'on ait un état civil dynamique, c'est-à-dire que dès que les gens sont nés, qu'on puisse avoir leur nom tout grandi, établir les papiers, et que sur la liste électorale, et c'est seulement les un quart qui sont identifiés, les autres c'est avec témoignage. Tant qu'on va continuer comme ça, c'est qu'on va abriter chez nous des terroristes, on va abriter chez nous les malfrats sans le savoir. Nous devons avoir un état civil qui soit dynamique, permettre d'identifier véritablement tous ceux qui vivent sur le territoire, dans le pays. Comme étranger. Oui, dans le pays. Les gens viennent, ils achètent, comme vous l'avez dit, dans Doumassessé et autres là, ils construisent des bunkers. C'est-à-dire que quand ils construisent même là, ils construisent tout, c'est-à-dire les quatre côtés de la clôture même. Avant de faire la peinture ou bien le crépissage de leur mur, il faut qu'ils rentrent dans la maison du voisin. Ce qui n'est pas normal. Chez nous, la loi ne permet pas de construire sur les murs comme ça. Donc, il va falloir, disons, revoir les choses, que ce soit au niveau du cadastre, au niveau des municipalités, de l'État central, de voir comment ils vont faire pour que tout ce processus conduise véritablement à assainir vraiment le vivre ensemble. Parce que le terrorisme, le djihadisme, là, ça n'apportera du bien à personne. Au contraire, ça va nous déchirer davantage. Merci. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui, Francis, un petit mot pour terminer.
Oh, pour terminer, un petit mot. Donc, en fait, comme on le dit, nous, on n'est pas des experts en matière militaire, mais c'est des opinions que nous apportons sur tous les plans. Et nous pensons que si nous arrivons à apporter ces opinions, c'est parce que nous voyons des choses qui ne marchent pas. Et c'est très important. Et donc, je vais vous remercier pour l'invitation et que je suis là. En tout cas, c'est pas la dernière fois. Non, ça va finir. Ça va revenir. Donc, si on est là, quand vous nous faites appel, je crois qu'on répondra. D'accord, merci avec beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Oui, mais pour Tampa Express, Tampa Express est disponible sur la toile, sur www.tampaexpress.net. Tampa, attendez seulement, T-A-M-P-A Express.net. Donc c'est disponible. Voilà, à 500 francs CFA seulement. D'accord. Merci beaucoup. Et Ferdinand, oui, non, merci pour cette opportunité. Merci pour Francis aussi d'être venu. La question du terrorisme est une question assez préoccupante. On vient de le décortiquer tout à l'heure. Cela nécessite les intelligences de tout le monde, l'apport de tout le monde pour vaincre ce mal-là. Sinon, demain, personne ne sera tranquille dans ce pays. Et cela nécessite aussi qu'au niveau des dirigeants, des mesures vraiment soient prises pour que les citoyens puissent être à l'abri de ce danger-là. Et bon, on a dit l'essentiel. Je voudrais juste ajouter deux choses. Il pleut tellement ces temps-ci. On voit bien certains de nos frères et sœurs dans certains quartiers qui sont vraiment inondés. Il faut penser à eux. C'est vrai que les inondations, ça se passe partout dans le monde. Ça, c'est une réalité. Mais en même temps, dans certains pays, quand il pleut, il y a débordement. Juste après quelques temps, l'eau part. Mais chez nous, l'eau reste. Et souvent, ce n'est même pas dans les quartiers où il y a les bas-fonds. Parce qu'il n'y a pas de canalisation, on construit très mal, il n'y a pas de plan directeur, les gens sont installés et finalement, ils se retrouvent dans l'eau. En cette période où les enfants préparent les examens, avec la dernière pluie de ce samedi-là, il y a plusieurs quartiers qui sont inondés, à Djidogomé, à Koué, un peu partout. Il faudrait qu'au niveau de l'État, ça fait longtemps qu'on parle de ce sujet-là, qu'on passe vraiment à assainir la vie de Lomé dans tous les sens du terme pour éviter que chaque année, on retrouve les mêmes images et qu'on amène aux gens des nattes, du riz, du sucre alors qu'ils ont les pieds dans l'eau et que bon, il y a aussi les maladies qui vont avec. C'est important et d'en arriver vraiment là. Et ça nécessite vraiment une réflexion. Cotonou est une ville dans l'eau. Oui. Mais aujourd'hui, ils sont en train de régler le problème. C'est une question de volonté politique et d'amener aussi les experts pour régler le problème. Pourquoi chez nous, nous qui avons toutes les possibilités, de gauche comme à droite, de la ville de Lomé, de diriger l'eau pour qu'on soit vraiment libéré. Donc, il faut vraiment que les autorités s'y mettent pour éviter aux populations. Parce qu'on entend beaucoup de gens dire oui, s'il y a inondation, c'est parce qu'il y a de l'incivisme. Les quartiers où il n'y a même pas de caniveau là, c'est quel incivisme il y a? Il n'y en a pas. C'est en pleine ville qu'on voit, là où le goudron est passé, où les pavés sont passés, on voit que quelques caniveaux qui sont bouchés. Mais dans les quartiers périphériques, il n'y a même pas d'assainissement, on n'a même pas fait des routes pour qu'on dise que bon, des gens ont mis des ordures dans des caniveaux, tout ça. C'est parce que les milieux n'ont pas été assainis et qu'aujourd'hui, quand il pleut, c'est vraiment difficile pour la population. Visiblement, véritablement, il faut que les autorités prennent les dispositions pour que bon, les gens puissent être à l'abri de ce truc-là qui est devenu cyclique. Et ce n'est pas normal pour notre pays. Pour le reste, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à Francis d'être passé et disons à la prochaine. Merci messieurs. Je rappelle que nous étions avec Ferdinand Ité, il est le patron du journal L'Alternative. Ferdinand, merci d'avoir répondu à l'invitation. Et également avec Francis Napo-Koura, il est l'éditeur de publication du journal Tampa Express, qu'il vous a présenté tout à l'heure. C'est un bimensuel d'information avec son site www.tampaexpress.net. Voilà, le journal, il est là dans les kiosques. Merci, Francis. Merci également au technicien Ahmad Kazangba et son assistant qui nous a fait Foubon aujourd'hui, parce que occupé ailleurs. Merci aux stagiaires qui nous ont accompagnés. À Martine Adodo, John Cedro, Félicité Dogbe, Ambroise Semanou, Ebenezer Messan, Jean-Claude Latte, Lawson Body. Merci à vous tous. Merci à vous qui nous avez suivis aussi. À la prochaine.